Bonjour et bienvenue à votre premier épisode de votre émission littéraire Personnes et personnages. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Fatimata Diallo Ba, écrivaine, professeure de lettres. Madame Fatimata, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à cette émission littéraire. Alors, vous êtes franco-sénégalaise, d'origine peul. Vous avez grandi à Dakar et effectué des études de lettres classiques en France. Vous avez enseigné en France, puis à Dakar. Et vous êtes professeur, vous enseignez les lettres classiques depuis une vingtaine d'années. Alors, une trentaine d'années, oui. Alors, votre premier roman, D'écrit sous la peau, vous êtes l'auteur d'un diptyque, je le dis, D'écrit sous la peau, le premier roman publié en 2018, et votre second roman, Rouge Silence, publié tout récemment d'ailleurs, en 2022. Alors, nous aimerions savoir pourquoi avoir attendu tout ce temps, parce qu'en tant que professeur de lettres, on imagine que vous êtes très habitué du milieu littéraire et que vous écrivez depuis un bon bout de temps. Alors pourquoi avoir attendu 2018 pour la publication de votre premier roman? Alors, et encore, si j'ai publié, c'est parce qu'on m'a presque poussé à la publication, mais j'écris depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, j'écris. J'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, j'écris des textes. Et voilà, en 2018, j'ai osé la publication. Mais avant d'écrire et de publier, il faut d'abord avoir beaucoup lu et avoir digéré ses lectures. On ne peut pas se lever un beau jour et dire j'écris et je publie. Parce qu'on peut écrire pour soi, mais si on écrit pour être publié, c'est pour être lu et critiqué. Et donc, pour ne pas être trop critiqué, il vaut mieux que ce soit presque parfait. D'accord. Donc, vous êtes perfectionniste. D'après ce que j'ai entendu, vous attendiez d'avoir vraiment digéré toutes vos lectures avant de pouvoir procéder à la publication. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes l'auteur de D'écrit sous la peau, que vous avez publié en 2018. Alors, Rouge Silence en est suivi et on constate que, à travers ces deux titres, on devine un peu ce qui peut être contenu dans le roman. C'est-à-dire que déjà les titres nous donnent un peu une idée de la souffrance en fait que peuvent vivre les personnages. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas lu votre ouvrage, comment est-ce que vous décortiqueriez vos titres, les titres que vous avez choisis? Alors, le titre, normalement, il faut le laisser décortiquer par les lecteurs. L'auteur, lui, propose un titre. Et le titre doit être à la fois explicite et il faut qu'il y ait une dose de mystère. Alors moi, ce que j'ai voulu y mettre, je ne sais pas si ça interroge vraiment, si ça intéresse vraiment le lecteur, mais en tout cas, le lecteur, lui, verra à travers le titre l'horizon d'attente. Il va attendre quelque chose et après peut-être, avec sa lecture, il va voir si son hypothèse de départ, si ça se vérifie ou si ça ne se vérifie pas. Mais bon, il y a du son. À travers les titres, il y a des cris d'un côté, il y a des silences de l'autre. Sous la peau, on sait que c'est le récepteur de tout ce qui est douloureux, mais de ce qui est agréable aussi. Les silences, le rouge, la couleur rouge peut renvoyer à quelque chose qui est violent, à quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, mais ça peut également ramener à quelque chose qui est de l'ordre du changement, à quelque chose, la révolution par exemple, et les rouges, c'est peut-être un changement complet. Donc chaque lecteur, chaque lecture de l'ouvrage va créer son propre livre. Et finalement, moi c'est ça qui me plaît parce que moi j'écris une version, puis après chacun s'approprie sa version et voit qu'est-ce qu'il veut y voir. Certains y voient même leur propre histoire, ils se disent voilà, moi ça je l'ai vécu, ça je l'ai vécu.
Pourtant, c'est peut-être pas leur histoire, hein, parce qu'un livre, quand vous l'écrivez, c'est tout un ensemble de choses qui font le livre. Effectivement, effectivement. C'est à chaque lecteur de donner le contenu parce que chaque lecteur vient avec son expérience et sa façon de voir aussi les choses. Mais vous avez parlé de changement, de révolution. Et c'est de ça qu'il s'agit dans votre roman, puisqu'on parle d'une petite fille, comme vous l'avez appelée. On découvrira un peu plus tard qu'il s'agit de Yandé, qui est à la quête d'elle-même, qui souhaite renouer avec son passé, avec ses vérités, pour devenir pleinement la femme qu'elle souhaite devenir. Donc, et on dit d'ailleurs que chaque artiste met dans son œuvre une partie d'elle-même. Alors, nous, ce que nous aimerions savoir, c'est quelle partie de vous est-ce que vous avez mis dans votre ouvrage? Est-ce que vous vous voyez en Yandé? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui se trouve en Yandé? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire personnelle que vous avez écrit, retranscrit? De quoi est-ce qu'il s'agit? Oui, alors Yandé est effectivement une partie de moi-même. Mais ça ne veut pas dire que son histoire est la mienne. Son histoire et la sienne, c'est une histoire complètement fictive que j'ai inventée. Pour dire autre chose, peut-être d'autres vérités qui sont cachées en moi. Cette quête de comment grandir, cette équation, chacun de nous se dit, mais est-ce que je suis la même qu'il y a 10 ans? Est-ce que je suis la même qu'il y a 15 ans? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les souffrances que j'ai endurées, est-ce que la vie que j'ai vécue ne m'a pas trop abîmée? Est-ce qu'il reste de moi encore de la lumière? Qu'est-ce que je peux apporter aux générations futures? Je crois que Yandé et moi, ce qu'on partage, c'est l'amour de l'Afrique déjà. L'Afrique, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus mystérieux aussi, dans cette dimension un peu presque surnaturelle, quand elle retrouve sa mère, quand au travers de l'imposition des mains, elle retrouve des sensations oubliées. C'est tout ce mystère-là qui m'intéresse de l'Afrique et que je partage avec Yandé. Donc, le personnage de Yandé représente un peu la personne que je suis, mais sans quand même les traumatismes que Yandé a vécu. Mais à travers le personnage de Yandé, c'est plusieurs personnes que je représente en fait. Parce qu'un personnage de roman est constitué de briques et de brocs, c'est-à-dire il est constitué à la fois de personnages de chair qu'on a rencontrés dans la vie, mais également de personnages de papier. Quand on regarde Yandé, on retrouvera peut-être un peu je ne sais pas, de Ramatoulaye, de Mariam, d'une Silonglette, ou un petit peu de la Ramatoulaye de Saint-Ben, ou voilà, plusieurs personnages de papier que j'ai lus, qui m'ont plu. On retrouvera peut-être un peu des femmes puissantes de Marie Ndiaye, un petit peu de Fapuyom, un peu de ceci, un peu de cela. Et après, maintenant, c'est l'écriture. L'écriture qui rafistole tout ça, qui crée un tissu, comme des motifs de tissu. Et qui va rendre ça soit beau ou pas beau. Enfin, après, c'est le style. Oui, style. D'ailleurs, c'est bien que vous en parlez. Et vous avez évoqué Mariam Abba. Et on constate que le style épistolaire, c'est quelque chose qui vous attire un peu, on dirait, oui, beaucoup. Parce que c'est dans ce style-là qu'on a vu que vos personnages ont vraiment parlé. Alors, pourquoi cette attirance-là pour ce style-là? Alors, la lettre... le style épistolaire, c'est ce qui permet d'aller au-dedans du personnage. C'est ce qui permet de révéler l'intimité du personnage. Et l'intimité d'un personnage, je trouve ça intéressant. Parce que quand un personnage se livre, on peut lire énormément de choses à travers ce qu'il dit. On peut y lire sa vision du monde, on peut y lire ses sentiments, ses sensations, le corps se lie dans l'intime. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la lettre, le style épistolaire. C'est beaucoup plus direct. On accède plus facilement à l'intimité de la personne. C'est ça. D'accord.
Et vous avez aussi évoqué tout à l'heure, lorsque vous parliez du mystère, de la découverte, des découvertes de Yandé quand elle arrive en Afrique, toujours dans cette quête d'elle-même. Et vous avez parlé de plusieurs thérapies, je les appelle comme ça, parce que c'est dans ça qu'elle se retrouve. Il s'agit de la religion, de la thérapie du massage avec Saran qu'elle découvre. Et on a l'impression d'ailleurs que c'est quelque chose de personnel parce que la façon dont vous le décrivez dans le roman, on dirait que c'est une expérience personnelle qu'elle vit d'abord et qu'elle fait vivre aux autres. Elle partage ensuite cette thérapie avec les autres. Alors, vous pouvez peut-être nous en parler un peu. La connaissance, c'est la chose qu'on partage avec les autres et qui se multiplie en partageant. Quand vous avez, ce n'est pas de moi, hein, mais quand vous avez un bien matériel, quand vous le partagez, ça diminue. Mais la connaissance, quand vous partagez, ça augmente. Et la masseuse Saran a des connaissances un peu ésotériques qu'elle a prises de son père. Et elle a envie de les transmettre, mais elle ne sait pas à qui les transmettre. Il se trouve que Yandé est une âme pure. C'est quelqu'un qui a oublié un peu l'Afrique parce qu'elle a quitté le continent dans des conditions un peu dramatiques. Et donc, comme elle ne sait plus, à un moment donné de sa vie, elle arrive à un âge, l'âge de 45 ans, elle ne peut plus évoluer, elle ne peut plus avancer, elle ne peut même plus être une vraie maman. Donc elle se dit, comment faire? Il faut retourner d'où je viens. Et là, c'est impérieux, elle lâche tout. Elle se dit, c'est là que se trouve mon salut. Il faut que je parte, il faut que je me soigne, je sens que je suis malade. Et dès que l'avion décolle, il y a une masse de souvenirs qui lui arrivent. Comme souvent, on fait l'expérience. Je pense que tout le monde peut faire cette expérience. Quelquefois, vous avez juste... Il suffit de toucher un point sensible et hop, il y a tous les souvenirs qui affluent et on se rend compte qu'on a été victime de quelque chose qu'on ignorait ou que notre cerveau, pour sauver sa peau, mais loin derrière. Et alors, à ce moment-là, une fois qu'on a découvert la tumeur, si je peux appeler ça comme ça, comment faire pour s'en débarrasser? Soit on l'affronte, soit on fuit. Mais si on fuit, ça n'empêchera pas la tumeur d'être là. Ou alors on l'affronte et on le dissèque. On le dissèque et c'est ce qu'elle a fait. Elle a cassé un peu l'espèce de boule qui obstruait sa vie à travers de multiples thérapies. Elle découvre par exemple la générosité et la solidarité avec sa cousine, qui elle-même est un double d'elle-même, mais un double rempli, gros, alors que Yandé est une autre personne toute maigre, tout ça. Mais ce sont deux faces de la même maladie. L'anorexie et la boulimie traduisent tous les deux, voilà, le même mal, celui de ne pas savoir qui on est, où l'on va. Et ça traduit un énorme vide intérieur. Alors, dans le cas de l'anorexie, on ne veut plus se nourrir parce qu'on ne s'aime pas et on ne sait même pas comment s'aimer. Dans le cas de la boulimie, c'est la même chose. On essaie de se remplir, mais on ne remplira jamais rien parce que c'est un tonneau sans fin, c'est le tonneau des Danaïdes. Voilà. Effectivement, et c'est terrible ce qui arrive au personnage, que ce soit pour Yandé, anorexique ou Aram, boulimique. Malheureusement, elle s'en sort pas. Et Yandé, elle s'en sort. Et c'est terrible de faire ce constat-là. Et d'ailleurs, cette thématique se trouve, je trouve qu'elle est au centre de votre ouvrage, c'est-à-dire la thématique de la condition féminine, ce que les femmes vivent, ce qu'elles taisent. Et vous la maternité aussi. La pauvre Aram, si elle ne s'en sort pas comme ça, c'est parce que sa mère n'a jamais su être une vraie mère. Elle s'est servie de sa fille pour elle-même. Et ça pose la question de la maternité. Qu'est-ce qu'une maman? Hein? Il ne s'agit pas de s'oublier, mais il s'agit aussi de s'occuper de son enfant de manière intelligente. Et pour ça, il faut être prêt. Il faut être prêt. Oui. Et ça s'apprend, hein, la maternité. Effectivement, ça s'apprend. C'est pas donné comme ça. On a de l'amour à donner à son enfant, mais après, il faut apprendre à être une vraie maman. Et on voit que c'est quelque chose aussi qui se transmet, c'est un cercle vicieux. Lorsqu'on n'éduque pas, ensuite on transmet des valeurs, des contre-valeurs qui se transmettent ensuite de mère en fille, etc. Jusqu'à ce que... une histoire toxique. Exactement.
Et cette condition féminine, elle est très intéressante parce que dans votre roman, vous nous faites comprendre en fait que c'est quelque chose qui transcende les frontières. Vous parlez d'Aram, vous parlez de la Sénégalaise dans l'avion qui partage son histoire, vous parlez des étrangères qui partagent le même immeuble avec Yandé. Et nous aimerions savoir, en fait comment vous voyez tout ça. Pourquoi vous mettez en fait cette thématique-là au centre de votre ouvrage? Parce que nous, c'est ce qu'on a remarqué. Les souffrances que vivent les femmes à travers le monde et qu'elles partagent, peu importe où on va dans le monde. Oui. C'est d'ailleurs le sujet de mon troisième roman. Ça va explorer un peu la condition féminine à travers les différents continents. On se rend compte que la femme, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, où qu'elle soit, est prise dans un étau. C'est-à-dire on a créé un système destiné à la rendre petite fille toute sa vie, à la mettre au service des hommes. Bon, je ne vais pas incriminer les hommes, pour moi, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire les femmes partagent quelque chose dans le monde. Elles partagent une condition qui leur a été faite par un système. Et où qu'on soit dans le monde, ce système existe. Si on prend la religion, les religions, ici au Sénégal, si on en parle, les gens vont vous jeter des pierres, mais il faut bien le dire, tout a été transformé, tout a été travesti pour créer un système de domination de l'homme envers la femme. D'accord ? Et ce n'est pas manquer de respect aux gens de le dire. C'est juste un constat. Moi, en tant qu'autrice, auteur, je ne fais que constater. Je regarde la société et je ne juge pas. Le jour où je commencerai à faire des jugements, peut-être que je ne serai plus dans l'art, mais dans une autre forme d'action. Mais pour le moment, moi, j'observe la société et ce que j'observe, c'est ça. Ce que j'observe, c'est que nous partageons quelque chose, peut-être qui fait peur aux hommes. Les femmes ont peut-être quelque chose de mystérieux, de formidable. De puissant. Une puissance. Nous sommes des êtres assez puissants qui faisons peur à cette jante masculine qui se dit, mais il faut les diminuer, il faut baisser leur force. Étouffer. Il faut étouffer leur force. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Effectivement. Et je pense qu'on a de beaux exemples. Et d'ailleurs, vous parlez aussi de la condition masculine qui n'est pas dans votre roman montrée. Et là, j'entre dans Rouge Silence, qui n'est pas montré dans votre roman sous son jour habituel, c'est-à-dire la force, la domination. Bien qu'au début, on a l'impression que c'est ça que vous voulez montrer à travers le personnage de Mort. Mais avec Rouge Silence, on découvre d'autres choses dans la personne de Mort. Vous évoquez le viol dans votre roman, mais pas le viol des personnes qui ont l'habitude d'être violées dans votre roman. Vous parlez de Mort et de tout ce qu'il a vécu. Alors, j'attire votre attention sur ça parce que c'est un phénomène dont on parle peu. Ce viol des hommes, cette violence. Et ce serait bien que... Elle existe. Elle existe, effectivement. Existe. Combien de fois, moi, vous savez, le personnage de Mort, l'enfance de Mort m'a été inspirée parce qu'un jour, une amie m'a dit, j'ai vu des talibés marcher dans la rue, il y en avait un qui marchait mal, qui n'arrivait pas trop à marcher. Et elle est descendue, elle leur a dit, mais qui est le mot? Et ils lui ont dit, Amna Koko Sako, Tigoutiki, un des grands. Voyez, les talibés que l'on voit circuler, ces petits-enfants qu'on voit circuler, qu'ils soient garçons ou filles, ce sont des bombes vivantes. Vous donnez quelque chose comme ça. Un enfant, il vit ça dans son enfance. Mais dans sa tête, ça fait système. Pour lui, c'est ça la normalité. D'accord?
Et puis le personnage de mort, si je l'ai voulu ainsi, c'est juste pour montrer que cette domination dans laquelle nous baignons, elle n'est que factice, c'est rien du tout. En fait, c'est juste des toiles d'araignée qui sont mises là et qui, si on les balaye, révéleront la vérité crue, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont faits de la même pâte. Ils n'ont peut-être pas les mêmes fonctions dans la société, et encore, mais ils sont faits de la même pâte. Il n'y a pas de raison que les uns se sentent supérieurs aux autres. Nous sommes tous pareils. D'accord? Donc c'est factice. C'est pour montrer que nous avons tous nos vulnérabilités. Nous sommes blessés par quelque chose qu'il faut avoir le courage peut-être d'affronter à un moment ou à un autre de sa vie. Et en ce sens, moi je parle des hommes et des femmes. Moi, j'ai essayé la solution du pardon, parce que je pense que c'était la seule solution pour lui, pour montrer aussi que hommes et femmes ne sont pas rivaux, ne sont pas ennemis. Nous partageons la terre et il faut que nous la partagions harmonieusement. Et surtout, le fait que nous sommes tous, enfin, je dis nous, mais les hommes et les femmes sont tous les deux victimes d'un système. Exactement. Et pas forcément coupables, même s'il y a une partie qui a dominé l'autre avec le temps. Il y en a qui sont coupables. Il y en a qui sont coupables. Il y en a qui manipulent. Il y en a qui sont narcissiques et pervers. Pourquoi? Parce que la société le leur a permis. La société est très généreuse avec les hommes qui la violentent. Avec ces hommes qui violent et qui ne passent même pas 2 ans en prison. La femme qui est violée ou l'enfant qui est violé, c'est la prison à vie. D'accord? En ce moment au Sénégal, vous avez vu le nombre de féminicides, le nombre de viols? Il y en a beaucoup. On n'entend que ça. Moi, j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même pays que dans mon enfance. Mais peut-être parce que juste dans mon enfance, la soutoura et tout ça, ça permettait de cacher. Et que maintenant, avec le développement de la presse, mais on sait. Les gens osent de plus en plus dénoncer. Mais il faut qu'on se lève quand même. Il ne faut pas qu'on laisse notre pays aller comme ça. C'est un beau pays, on a tellement de choses à partager avec le monde que ces choses-là. Effectivement, on a beaucoup de choses à partager et beaucoup de choses aussi à revoir, comme cette soutoura que vous venez d'évoquer et qui est une valeur très ancrée, le masla, le soutoura, etc. Eh bien, on voit aussi que dans le roman, le rêve aussi occupe une place centrale. Et c'est dans le rêve que Yandé trouve ses vérités, découvre qui elle est vraiment, d'où elle vient. C'est aussi dans le rêve que Yandé découvre l'histoire de mort. Et ça paraît presque magique. Qu'elle rencontre de nouveaux personnages, etc. Quel rapport est-ce que vous avez avec tout ça? Est-ce que ce sont... Alors, parce que je trouve que le rêve est un exutoire. Ça permet à la fois de comprendre la réalité, mais quelquefois aussi de la prévoir, de la prédire. Et en même temps, ça me permet de régler des problèmes. Ça, c'est des questions d'écriture. Quand j'arrive à un moment, quand la réalité ne se plie plus à mon écriture, je trouve la soupape du rêve. Et alors ça, c'est ma liberté d'écriture qui me permet. Et puis en plus, on est en Afrique. C'est-à-dire tout n'est pas dit. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire entre ce qui est dit, une réalité, et tout ce qui cuisine la réalité. C'est-à-dire l'arrière-cuisine, là. C'est ça, c'est le rêve et l'arrière-cuisine de la réalité. Elle permet que la réalité soit ce qu'elle est. Et on est en Afrique, on y croit au rêve. D'ailleurs, il y a des gens qui interprètent les rêves, que ce soit dans l'islam ou ailleurs. On voit qu'il y a un autre monde, il y a d'autres mondes même. Et moi, j'ai toujours aimé les rêves. C'est là-dedans que je trouve beaucoup de solutions. Effectivement. Je fais revivre ceux qui sont partis aussi. Ceux qui sont décédés, pour moi, ils sont pas partis, ils sont encore là. Et quand je ne peux pas les voir dans la réalité, je les vois dans mes rêves. Ah oui. Et vous parlez aussi d'islam, vous parlez de religion.
Et on voit que la spiritualité occupe aussi une grande place dans votre vie, pas seulement dans celle de Yandé. Yandé qui découvre sa spiritualité, qui découvre un apaisement dans la religion, dans la prière. Et par rapport à vous, personnellement, quelle place occupe la religion dans votre vie? Alors, je dirais plus la spiritualité que la religion. La religion, je fais ce qu'on me demande de faire, je fais mes 5 prières. Et à côté de ça, j'essaie de trouver une spiritualité. On ne me verra jamais aller dans des gamous ou des trucs en train... Non. Mais je prendrai un livre de Al-Ghazali où je vais relire le Coran, lire le Coran plusieurs fois, de manière à comprendre ce qui a été dit. Et surtout, j'exerce mon cerveau. Je ne vais pas, par exemple, dire... je ne réfléchis pas, je suis dans la foi complète, je m'abandonne. Ok, quand on s'abandonne à la foi, c'est bien. Mais quelquefois aussi, il faut essayer de comprendre pour ne pas laisser ceux qui interprètent mal la religion pour vous soumettre, pour éviter que cela ait raison sur vous. Alors, je pense que la connaissance, c'est ça qui permet la vraie spiritualité. Il faut aller soi-même et ne pas faire confiance toujours à l'autre pour réfléchir à votre place. Si Dieu nous a donné une vie, c'est pour que nous la vivions. C'est pas pour que nous allions voir un monsieur un tel, un sérigne un tel, et lui dire voilà, ma vie t'appartient. Non, la vie vous appartient. Il faut prendre ses responsabilités et aller au-devant de la connaissance, au-devant de l'expérience. Ce n'est pas si Dieu ne peut pas vous avoir mis là sur terre pour que vous abandonniez votre responsabilité. Nous avons chacun une responsabilité sur cette terre. Et donc la religion, elle est plus un tremplin pour atteindre la spiritualité idéale, suprême, etc. Et pour moi, toutes les religions se valent. L'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, tout ce que vous voulez. Quand on regarde bien d'ailleurs, quand on va au fond, on se rend compte que nous possédons tous de la même unicité. De la même lucarne de lumière comme donnée. Ouais. Tout à fait. Et cette ascension par la spiritualité, je l'ai expérimentée véritablement. Elle m'a transformée. Comme Yandé. Oui. D'accord. Et là, nous arrivons un peu à la fin. Je vous pose la question, pour quelqu'un qui n'a pas lu vos romans, quel message diriez-vous qu'il porte vos romans? Quel message est-ce qu'ils portent de façon très générale? On dit qu'il ne faut pas demander aux auteurs de quoi parlent leurs ouvrages, parce que l'ouvrage parle de beaucoup de choses, et chaque personne aussi a sa façon d'interpréter. Mais vous, votre appréciation personnelle, quel message vouliez-vous? Alors, mon message, c'est que moi, je suis une éternelle optimiste. C'est-à-dire que j'ai envie que les choses changent en bien. Et je dirais donc que mes livres parlent d'espoir. C'est-à-dire que rien n'est jamais perdu. Au moment où vous êtes dans le noir le plus complet, il faut savoir qu'il y a une lumière, une petite lucarne, une petite lueur qui est là. Et que si vous vous accrochez à cette lueur, vous finirez par arriver à la grande lumière. Effectivement, parce qu'on le voit dans vos romans, dans votre roman, vos 2 romans, tous les personnages, même si c'est dans la mort, trouvent quand même le salut à travers le pardon, ou comme Yandé, arrivent à se retrouver pour améliorer leur futur. Alors merci pour cette interview, merci de nous avoir appris, et merci à vous, et à très bientôt. Merci beaucoup.